Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Miss, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnessmiss.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnessmiss.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ça soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de perte de poids rapide, de performance en course à pied et d'augmenter l'appétit, mais aussi de muscu, vous inquiétez pas. Alors si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai proposé dimanche matin, vous avez dû voir que j'ai parlé de sortir de l'alimentation émotionnelle. Alors attention, je prétends pas avoir les solutions miracles, magiques et tout pour l'alimentation émotionnelle, mais je propose de comprendre un petit peu pourquoi on a telle ou telle réaction par rapport à l'alimentation et d'essayer, en tout cas, d'alléger le quotidien pour qu'il y ait moins de prises alimentaires liées aux émotions. C'est-à-dire d'essayer d'être beaucoup plus centré sur les besoins réels, etc., que sur la réponse à une émotion aiguë. Parce qu'on le sait, quand il y a du stress, de l'ennui, ou même parfois de la tristesse, et certains de la joie, ce sont des émotions qui entraînent toujours vers les mêmes scénarios, les mêmes pièges en fait. On va se tourner vers les aliments plus caloriques comme le chocolat, les chips, le pain, les fast-foods, enfin tous les aliments plaisants. C'est pas forcément des aliments, on va pas se tourner vers des brocolis ou des asperges, quoi. Et à chaque fois, en fait, que je sais pas si toi tu vis ça, mais moi je le vis plus depuis des années. J'ai pu le vivre avant, quand j'avais le sentiment qu'il fallait faire des régimes et tout. Mais depuis que je ne fais plus jamais de régime, c'est-à-dire que les régimes, en fait, le mot régime et la négativité pour la perte de poids, c'est sorti de ma tête parce que c'est plus du tout comme ça que je vois les choses. Maintenant, je mange comme une personne qui veut rester en forme et donc du coup, c'est un plaisir pour moi. Mais bon, bref. On peut se dire parfois, quand on est encore dans l'alimentation émotionnelle, qu'il y a la phase où on est incontrôlable et la phase où, en fait, la raison reprend le dessus. Et on se promet de mieux gérer la prochaine fois, on va résister, un petit peu comme la veille d'un entraînement très intense, on se dit demain je vais pousser très lourd, je vais faire tel et tel exercice, et quand on se retrouve face à la barre, avec une mauvaise nuit de sommeil ou quelque chose comme ça, on est moins intense que ce qu'on avait prédit, enfoncé dans notre lit la veille au soir, quoi. Et ben là, c'est un peu la même chose. On a l'impression qu'on va pouvoir gérer quand les émotions sont pas là, mais quand les émotions reviennent, on n'est plus capable de gérer. Et le résultat, en fait, de pas comprendre comment ça fonctionne, c'est que chaque décennie, on accumule un petit peu plus de kilos. Alors, je dis des décennies parce que c'est facile, mais clairement, en 3-4 mois, on peut prendre beaucoup de poids. Moi, j'ai vu des gens qui, suite à des émotions positives, négatives, ont pris ou perdu du poids. Souvent, c'est lié aux relations de couple et tout. Et c'est terrible, ça peut aller très très vite, quoi. Donc, c'est des kilos qui s'accumulent, une frustration. Après, on peut devenir aigri en se disant, moi, ça marche pas, j'ai une mauvaise génétique et tout. Alors que tout simplement, c'est l'alimentation qui est beaucoup trop émotionnelle et pas assez raisonnable. En fait, raisonnable, ça veut pas dire de se restreindre ou quoi. Raisonnable, ça veut dire de manger en fonction de ses besoins, tout simplement, quoi. Alors ça, faut savoir une chose, c'est que ni vous ni moi, personne n'est isolé dans cette situation.
C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on n'a pas envie forcément d'étaler sur la place publique. Donc vu qu'on veut pas en parler, c'est un petit peu comme tous ces mots MAUX un peu tabous. On n'a pas envie d'en parler, et vu qu'on n'en parle pas, on pense qu'on est les seuls, enfin le seul à en souffrir ou la seule à en souffrir. Et donc du coup, ça augmente le sentiment de j'ai un problème, j'ai je sais pas quoi, enfin voilà quoi, ça ne donne pas envie en fait de s'ouvrir. Alors que je vous rassure, énormément de personnes, et même j'ai envie de dire tout le monde, subit à un moment donné un peu d'alimentation émotionnelle. Ça veut pas forcément dire que c'est des émotions négatives, mais sous le coup de l'émotion, on peut se retrouver à manger davantage. Mais il y a des gens chez qui les émotions parfois sont plus fortes, ou alors il n'y a pas suffisamment de choses dans la vie qui vont faire que la personne va être capable de moduler ses émotions avec autre chose que de la nourriture. Donc je parle de tout ça. Et déjà aussi pour rassurer les gens que enfin, personne n'est isolé dans ce cas-là. On a tous de l'alimentation émotionnelle au quotidien, sauf que c'est la dose qui fait le poison, quoi. Pourquoi? Parce que les gens qui vont vous dire moi non, j'ai zéro alimentation émotionnelle, ils se foutent de vous. Parce que tout simplement boire un café, il y a une petite émotion positive. Manger un carré de chocolat, il y a une petite émotion positive. Manger un morceau de viande avec une cuisson que vous aimez bien, il y a une petite émotion positive. Donc il y a toujours de l'émotion, c'est juste l'intensité de l'émotion qui peut différer en fonction des individus. Il y a des gens chez qui, pour avoir une petite émotion positive, il va falloir manger des aliments très salés, très gras, très sucrés. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont besoin d'une telle émotion, d'aliments aussi titillants pour avoir une petite émotion positive. Voilà. Donc, j'en ai parlé dimanche matin très en détail, comprendre pourquoi tu craques, apprendre à gérer tes émotions sans te réfugier dans la diète et dans la nourriture, reprendre le pouvoir sur l'alimentation sans te priver ni culpabiliser. Ça marche dans les deux sens, hein. Pour les gens qui sont trop extrêmes avec la diète et pour les gens qui n'arrivent pas en fait à se passer des aliments qui les conduisent à être en surpoids, tout simplement. Donc, je te mets le lien si ça t'intéresse. Ça s'appelle Sortir de l'alimentation émotionnelle. Voilà. Donc, c'est les petits outils qui peuvent se greffer en parallèle d'un suivi médical, psychologique ou autre. Parce que si vraiment tu penses souffrir de TCA ou de troubles sérieux, n'hésite pas à consulter. Enfin, ne reste pas comme ça, quoi. Ça, c'est la base de la base. Voilà. Bref, le premier sujet du podcast, c'est les marathons et l'impact caché de la pollution sur les performances. Alors, je parle un peu de course à pied dans le podcast parce que, alors, c'est pas un podcast de course à pied parce que je suis vraiment néophyte dans la discipline, même si je pratique toutes les semaines. Je suis pas, je suis pas coach en course à pied ou quoi que ce soit, hein, mais quand je vois un papier qui passe sur le sujet, j'aime bien parce que, vu que je pratique toutes les semaines, je me sens concerné et je pense que beaucoup de pratiquants de muscu aujourd'hui pratiquent aussi la course à pied ou un style de cardio. Alors là, c'est une observation sur les marathons. Donc ils disent un marathon peut être influencé par bien plus que l'entraînement ou la météo. Selon une étude menée par l'école de santé publique de l'université Brown, la pollution de l'air peut ralentir les coureurs de plusieurs secondes. Donc la qualité de l'air en fait dans l'environnement, quoi. En analysant des données de 2,5 millions de participants sur 16 ans, les chercheurs ont constaté que chaque augmentation de 1 UG par mètre cube de particules fines dans l'air ralentit les hommes de 32 secondes et les femmes de 25 secondes en moyenne. D'ailleurs, on a visiblement, les hommes ont des poumons moins filtrants que les femmes pour ça. Les particules fines issues de la combustion de carburant, des incendies de forêt ou des activités industrielles affectent la respiration, la pression sanguine et même la concentration. Les coureurs les plus rapides sont particulièrement impactés. Donc, c'est-à-dire que plus tu es performant, plus tu es impacté par ça. Ce qui peut peut-être expliquer les 32 secondes versus les 25 secondes entre hommes et femmes, on sait que dans le sport, il y a une inégalité qui se voit dans le sport entre les hommes et les femmes. Les hommes sont souvent plus forts, en tout cas dans les disciplines où il faut être musculaire et faire des performances liées aux capacités de force et tout ça, quoi. Donc les coureurs les plus rapides sont particulièrement impactés. Même en dessous des seuils réglementaires, la pollution nuit à la performance, soulignent les chercheurs.
Ces résultats rappellent que réduire la pollution profite à tous, même aux personnes en excellente santé comme les marathoniens. Et les auteurs préconisent des politiques environnementales plus strictes pour protéger à la fois la santé publique et les performances sportives. Alors, je parle de ça à un moment où il y a les problèmes des ZFE, des vignettes et tout, qui créent beaucoup de problèmes et beaucoup d'inégalités. Moi, je trouve que c'est quand vous avez des proches qui ont des vignettes, des voitures qui datent un petit peu d'un certain temps et qui n'ont pas du tout les moyens de changer les deux voitures, c'est dégueulasse, je trouve. Mais bon, en même temps, on peut observer que moins il y a de pollution, plus il y a de santé. Donc, et plus il y a de performance et tout. Donc, c'est marrant de voir que si par exemple, moi, je parle pas des marathons parce que moi, je pense que j'en ferai jamais de marathon, ça m'intéresse pas. Je suis pas un compétiteur dans l'âme. Mais par contre, je pense que je courrai le plus longtemps possible puisque c'est quelque chose que j'aime bien faire. Forcément, alors vous allez me dire la dose fait le poison, mais ils disent que même avec des petites concentrations, ça réduit déjà la performance et tout. Ce qui veut dire que pour toutes les personnes qui courent en ville, j'en vois, puisque des fois, moi, je prends ma bagnole, je vais à droite, à gauche, et je vois des gens qui courent en ville et tout. C'est pas... La réduction de la performance, c'est pas juste réduire les performances, c'est réduire aussi la santé, quoi. Donc, ça me semble intéressant, si vous habitez en ville, de chercher au maximum le contact de la nature pour courir. Un cours d'eau, un parc, quelque chose qui permettrait d'avoir une qualité de l'air légèrement meilleure. Alors vous allez me dire, mais j'enfonce des portes ouvertes, mais on a quand même des retours assez fiables là. Et je voulais en parler parce que souvent les centres sportifs d'entraînement et tout sont en cœur de ville. Nous, à Montpellier, là, on a un stade de course à pied, le stade Philippides. Il est en cœur de ville, quoi. Donc, forcément, les performances que vont avoir les athlètes là, elles sont moindres par rapport à ce qu'ils pourraient avoir s'ils étaient en nature. Et je sais qu'il y a toute une tranche d'athlètes qui ne voient pas du tout l'angle santé aujourd'hui, ils voient que l'angle performance de la médaille et tout. Là, on a quelque chose qui peut appuyer. Vous savez, on réagit pas tous aux mêmes stimuli pour faire des changements dans la vie. Il y en a, ça va être l'angle de l'argent, d'autres, ça va être l'angle de la santé, d'autres de la beauté, d'autres, de la reconnaissance sociale ou autre. Et plus on aura des choses pour appuyer sur tous ces leviers-là, mieux ce sera. Parce que là, si on peut faire avoir des gestes un peu plus écolos ou autres, en disant aux sportifs, évite de trop polluer parce que ça nuit aux performances, ou même d'avoir le maximum de messages au lieu de toujours dire oui, c'est pas bon pour la planète. Il y a des gens qui réagissent pas à ça parce que et en fait, ils voient pas, déjà, ils veulent pas d'enfants, donc le futur, ils s'en tapent, et puis même philosophiquement, pour eux, puis il y a même des gens qui sont sceptiques, qui pensent que ça n'existe pas et tout, quoi. Donc il faut avoir plusieurs leviers, c'est-à-dire des leviers pour convaincre les gens sur la planète, d'autres sur la santé de leurs enfants, d'autres là justement sur les performances. Alors vous allez dire c'est peut-être très égoïste, mais peu importe, le but est le même, c'est d'avoir une qualité de l'air de upgrader, quoi, pas dégradée. Parce que les gens l'ignorent, et d'ailleurs je comprends pas que l'immobilier soit aussi cher en ville, mais l'air qu'on respire dans les rues, c'est la même qu'on respire dans un appart. Dans les rues, à Paris, tout ça. L'air que vous respirez dans votre appart, elle a beau avoir un petit filtre à la fenêtre, très rapidement, l'air est d'aussi mauvaise qualité, quoi. Donc et ça, il y a assez peu de choses qui sont dites sur le sujet, quoi. Mais bon, bref. Et pourtant, ça coûte cher. Donc là, il y a quelque chose, moi, qui m'échappe. Mais je crains, tant mieux, je préfère que ce soit ça et que ça reste encore abordable en nature, de se loger et tout, parce que, j'aimerais pas que ce soit l'inverse, quoi. Mais ça m'étonnerait pas qu'un jour ça le devienne. Bref. Comment augmenter l'appétit naturellement ? Alors vous allez me dire, mais on veut pas avoir un appétit augmenté, mais arrêtons de voir le monde sous l'angle d'anciens gros comme moi, mais plutôt comme... Alors, je me permets de dire ancien gros. Aujourd'hui, il y en a qui diraient c'est péjoratif, mais j'ai été gros par le passé, donc anciennement gros, donc je suis un ancien gros. C'est vrai qu'on a tendance à voir le monde sous l'angle de ne pas reprendre du poids. Moi, c'est comme ça que je vois le monde, puisque j'ai été en surpoids. Mon mode de vie, j'ai appliqué un mode de vie qui m'a permis, par la musculation, la nutrition et tout ça, d'avoir une ligne qui me convient. En tout cas, je m'accepte comme je suis aujourd'hui. Mais il y a des gens pour qui c'est l'inverse.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très minces et qui ont envie de prendre du poids. Et un des freins à la prise de poids, pardon, un des freins à leur prise de poids, c'est leur manque d'appétit. Alors souvent, ce sont des gens qui vont dire oui, mais si je mange beaucoup, mais ils mangent beaucoup réellement sur un repas. Par exemple, ils mangent beaucoup le midi ou le soir, mais ils prennent un petit déjeuner sur le pouce et l'autre repas, il est modéré, quoi. Donc ils ont l'impression de beaucoup manger parce que sur un repas, ils mangent beaucoup. Et puis c'est pareil, la sensation d'être comblé leur donne l'impression de manger beaucoup, c'est-à-dire d'avoir l'estomac distendu, ça leur donne l'impression d'avoir beaucoup mangé. Alors qu'une autre personne à côté, avec la même quantité, il n'a pas du tout l'estomac distendu. Il pourrait envoyer 2 fois ce que l'individu a mangé. Et donc, du coup, ça fait qu'ils se disent, mais moi, je mange beaucoup, mais en fait, non, clairement. De toute façon, s'ils mangeaient beaucoup, ils seraient en surpoids, donc voilà. Et la perte d'appétit, donc, ou la perte d'appétit, ou le manque d'appétit, ça peut légèrement se travailler. Il y a un article là de Men Health qui ramène les choses, enfin, qui en parle d'une manière simple et on va voir si c'est pertinent ou pas. Je vais donner mon avis là-dessus. Donc ils disent, les raisons sont multiples, de la baisse d'activité physique au stress ou à la dépression. Selon Christine Byrne, diététicienne, il est essentiel d'en identifier la cause. Donc, alors c'est sûr que quand il y a une perte d'appétit, brutale ou chronique, il faut consulter, essayer de comprendre pourquoi la personne a de l'appétit, elle en a plus. Mais si ça persiste, etc., plus d'une semaine, bon, il faut essayer de trouver une solution, comme ils disent, aller voir le médecin et tout. Mais bon, passer le côté médical et pathologique, on va essayer de se concentrer sur comment stimuler un peu l'appétit, par exemple pour prendre de la masse musculaire, ingurgiter plus de calories ou autre. Il y a un truc qui est un peu contre-intuitif, mais bouger plus. Et ça, je suis assez d'accord avec eux. C'est vrai que quand vous vous mettez à plus bouger, avoir des entraînements plus intenses, à inclure du cardio et tout, souvent, le corps, en fait, il va réclamer des calories supplémentaires. Et au lieu de se forcer à manger sans faim, plutôt préférer manger avec de l'appétit, un appétit naturel. Peut-être que la machine a besoin, les muscles ont besoin de réclamer. Alors réclamer, c'est pas eux directement qui réclament, mais c'est par des process biochimiques, on va dire. Mais d'avoir une faim dictée par un entraînement intense, c'est bien mieux que de se forcer à manger le cul vissé dans le canapé, quoi. Il y a quelque chose qui est pas normal, quoi. Donc souvent les gens qui disent qu'ils n'ont pas faim, il faut essayer de les faire bouger un petit peu, de déclencher l'appétit naturel, l'appel du corps en gros, quoi. Ensuite, deuxième conseil, c'est adopter une routine alimentaire. Donc ils disent fixer 3 repas et 2 à 3 collations par jour, pour avoir une régularité et augmenter progressivement. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. La problématique, c'est que il y a des gens chez qui inclure des collations, ça peut réduire l'appétit sur les principaux repas. Donc pour inclure des collations et qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient le plus loin possible du repas suivant. C'est-à-dire que mieux vaut prendre une petite collation vers 15 heures que vers 17 heures si la personne, après, ça lui coupe l'envie de manger le soir, par exemple. Pareil pour la collation de matinée. Si la personne, en prenant une collation à 10h30, elle a plus faim le midi, mieux vaut une collation vers 9h, 9h30. Si elle y arrive, bien sûr, en plus de son petit déjeuner. Et si elle n'y arrive pas, là c'est le troisième conseil, et je suis encore une fois d'accord, c'est d'avoir des collations liquides, qui ne viennent pas remplir le bide, c'est-à-dire à la base de protéines. Alors, les gens n'y pensent pas souvent, ils pensent toujours à protéines et glucides pour les collations liquides. Mais vous pouvez inclure un petit peu de graisse de bonne qualité, par exemple un peu d'oléagineux mixé, ou un peu, par exemple, je sais pas moi, un demi-avocat, ou même des poissons gras, des choses comme ça. Alors pas mixé, vous pouvez le prendre solide là pour le coup, mais un peu de graisse, inclure un petit peu de graisse, ça va faire monter le total calorique. Et logiquement, le liquide ne vient pas combler l'appétit sur une longue période. Ensuite, c'est pareil, si vous avez des collations protéinées, ne prenez pas des protéines à digestion lente. Prenez des protéines à digestion rapide sur les collations. Parce que les digestions lentes, ça va encore plus vous couper l'appétit sur une plus longue période. C'est pareil, lors des collations, évitez des fortes quantités de fibres. Préférez les fibres au repas, mais sur les collations, n'allez pas vous gaver de fibres, parce que fibres plus protéines, ça veut dire satiété, et donc du coup, vous allez avoir moins d'appétit. Donc pour manger plus, il faut réduire ce qui cale. La problématique, c'est que vous voulez prendre du muscle.
Donc, les protéines, ça calme, mais en même temps, ça donne du muscle si vous en mangez, que vous vous entraînez. Donc, vous ne pouvez pas réduire les protéines. Ce que vous pouvez réduire, c'est légèrement les fibres, surtout au moment clé, c'est-à-dire avant les repas. Il ne faut pas arriver au repas avec l'estomac plein de fibres, quoi. Donc, en fait, en gros, c'est l'inverse de la personne qui veut contrôler son appétit pour perdre du poids et moins manger, quoi. Alors eux, ils disent essayer différentes approches, chaque individu est unique, expérimenter ces stratégies pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Moi, j'ai envie de vous dire, mais globalement, quand une personne vient me voir et me dire j'ai pas d'appétit, vient me voir et me dit je peux pas déjeuner le matin parce que j'ai pas faim et tout, c'est parce que c'est une personne qui veut passer du tout au rien. Enfin, du rien au tout plutôt. Et moi, je lui dis plutôt, bon, ok, t'as pas faim le matin, tu prends pas de petit déjeuner, donc ce qu'on va faire, on va pas te faire prendre un petit déjeuner, on va tout de suite plutôt te proposer quelque chose d'un petit peu plus dense qu'un verre d'eau. Donc, qu'est-ce qui peut être un petit peu plus dense qu'un verre d'eau au début? Ça peut être un verre d'eau avec une scoop de protéines dedans, en poudre. Donc voilà, ça fait 100 calories, 120 calories, 150 calories selon la dose qu'on va prendre, un petit apport en protéines, voilà. Donc pendant une semaine, tu fais ça. C'est ton petit déjeuner, un shaker de protéines. Donc ton corps, en fait, il va s'habituer à cet apport calorique. Il va s'habituer à recevoir 100, 150 calories le matin au petit déjeuner au lieu de rien du tout. Ensuite, la personne, ce qu'on va lui proposer, c'est de dire, bon, bah, en plus de ça, tu vas ajouter une poignée de myrtilles que tu vas mixer avec. Et puis tu repars pour une semaine comme ça. Et de fil en aiguille, on va ajouter des ingrédients qu'on va mixer. Jusqu'à un moment où le shaker, en fait, le smoothie, il y aura des amandes, des fruits rouges, de la protéine en poudre et, je sais pas, une demi-banane. Donc, on va arriver à une collation, enfin, un petit déjeuner, 250, 300, 400 calories sous forme de smoothie. On va dire, bon, ok, là, t'es à 400 calories. Maintenant, on va essayer de manger quelque chose de solide. C'est-à-dire qu'on va essayer de décomposer ton smoothie dans l'autre sens. Donc, tu vas garder la base de ton smoothie, ta protéine et tout. Par contre, la demi-banane, au lieu de la mettre dedans, tu vas la manger sous forme solide. Tu vas continuer à prendre ton shaker avec les fruits rouges mixés et tout, mais la banane, tu vas plus la mettre dedans, tu vas la manger sous forme solide. Et tu repars pour une semaine comme ça. Et voilà. Et en fait, en y allant progressivement, et la personne peut s'habituer à manger plus. Croyez-moi, j'ai croisé beaucoup de personnes qui étaient l'inverse de moi, c'est-à-dire des personnes qui avaient besoin de prendre de la masse musculaire, de développer leur appétit, de manger plus et tout. C'est un calvaire aussi, hein, pareil que dans l'autre sens pour ceux qui cherchent à comprendre comment perdre du poids, mais une fois qu'on a compris, ça fonctionne. Eh bien, ces personnes-là, elles ont dû s'habituer à manger un peu plus, et après, elles ont pris le rythme. Voilà. Et c'est des personnes qui, à vie, comme celles anciennement en surpoids, doivent faire un peu attention à pas manger, à pas sauter des repas. Comme ceux qui ont été en surpoids, à ne pas retomber dans la marmite de nouilles ou de riz blanc et de manger à volonté. Ou de pain blanc, des choses comme ça. Ça veut pas dire que ces gens-là ne peuvent plus en manger, ça veut juste dire qu'il faut faire attention. Voilà. Donc voilà les stratégies utiles hein, si vous voulez prendre de la masse musculaire notamment. Faut-il prendre du poids vite ou lentement? Alors ça, je vais pas trop détailler ici parce que je vais très largement détailler ce sujet dans une enquête vidéo que je vais vous faire, que je prépare tout à l'heure, mais qui sera disponible pas cette semaine, mais la semaine prochaine, sur les différents régimes. Donc là, il y a des gens, ils ont fait un jeûne, ils ont testé des gens, des hommes obèses. Et ils ont fait suivre un jeûne total de 6 jours ou alors un régime très basse calorie de 21 jours ou un régime basse calorie de 42 jours. Et en fait, tous ces gens-là, ils ont perdu 10% de leur poids corporel, soit environ 10 kilos. Mais les impacts sur la dépense énergétique et la composition corporelle différaient. C'est-à-dire qu'il y en a qui avaient une plus forte perte de masse. En gros, ceux qui avaient le plus de perte de masse musculaire, ceux qui jeûnent. Ensuite, ceux qui font un régime extrême et ceux qui ont un régime plus progressif perdent moins de muscle. Donc, on n'apprend rien. Mais il y a encore d'autres nuances que je vais vous détailler dans la version plus longue sur mon site la semaine prochaine. Mais pourquoi je voulais parler de ça? Parce que aujourd'hui, on a tendance à, dès qu'il y a un régime, donc peu importe le régime, hein, on a tendance à lui donner toutes les vertus. Sauf qu'il y a une façon de manger, ça peut s'appliquer fortement à une situation et moins à une autre.
C'est-à-dire que, par exemple, je prends le cas du jeûne. Alors moi, je suis pas pour le jeûne. En plus, un jeûne total de 6 jours. Alors quand ils disent total, c'est un jeûne, ils boivent de l'eau quand même, hein. Des tisanes, des choses comme ça, mais c'est un jeûne sous forme de calories. Ils mangent pas de calories, quoi. Ils boivent que de l'eau et que des liquides, sans calories. Euh, Mais il y a des gens qui vont dire mais le jeûne c'est génial, blablabla et tout ça. Ok, mais c'est bien pour quoi? Ça peut pas être bien pour la prise de muscle, ça peut pas être bien pour tout en fait. C'est pareil que celui qui viendrait me voir en me disant je fais la diète cétogène, c'est magique pour tout. Ah non, c'est pas magique pour tout. C'est par exemple celui qui veut prendre le maximum de masse musculaire, la diète cétogène, c'est peut-être pas l'idéal. Il y en a un autre qui va venir me voir en me disant mais moi je suis végane, c'est génial, c'est l'idéal pour tout. Ah non, c'est pas l'idéal pour tout non plus, c'est l'idéal pour tout un tas de choses, mais pas pour tout. Et c'est ça la problématique. Dès qu'il y a un régime, et souvent une personne se greffe à une chapelle, j'appelle ça des chapelles, hein, quand on fait un régime, une chapelle, c'est voilà, une approche alimentaire, que ça devient limite religieux, quoi. Eh bien, la personne pense que c'est le Graal, qu'elle a trouvé vraiment l'idéal. Mais l'idéal par rapport à une problématique, mais rarement pour toutes. Et vous savez, souvent on parle de flexibilité dans les TCC, dans l'acte particulièrement, en thérapie d'acceptation et d'engagement. Cette flexibilité, elle doit aussi s'appliquer à la diététique. Ça veut dire que quand vous avez des gens... Je vais prendre un cas concret. On a passé les fêtes de fin d'année, et si vous faites attention à ce que vous mangez, et que autour de vous, les gens savent que vous faites attention à ce que vous mangez, vous avez certainement eu des réflexions durant les repas de fête, ou même à d'autres occasions. Tiens, ça, c'est pas très diététique hein, pour les abdos, ou des choses comme ça. Parce que ce sont des personnes, quand les gens qui vous disent ça, ce sont des personnes qui pensent que c'est blanc ou noir, la diététique. C'est-à-dire que c'est ou t'as des compétences, des connaissances ou quoi, et du coup, tu fais tout bien tout le temps, ou tu n'en as pas et tu fais tout mal tout le temps. Et en fait, ils n'ont pas la nuance de les moments de fête, il faut en profiter. Et les moments à la maison, ça sert à rien de se cacher et de se mettre la tête dans le frigo ou dans les placards à gâteaux et se goinfrer. Et en fait, la problématique, c'est que ils pensent que ce que vous faites ou ce qu'on fait lors d'un repas de fête, manger une raclette ou de manger une pizza ou de boire un verre d'alcool, ils pensent que vous allez faire ça tous les jours. Parce que eux le font tous les jours, donc ils pensent, en fait, ils extrapolent. Et c'est ça, en fait, la flexibilité doit s'inscrire ici. Et aussi bien que celui qui fait très attention ne doit pas continuer, ne doit pas, il fait ce qu'il veut après, hein, s'il a envie de faire attention, même quand il est en repas de fête, il peut. Et à partir du moment où il en souffre pas, c'est ça qui est le plus important. Mais il a rien compris s'il pense qu'il est obligé de manger très sainement, y compris, par exemple, là, la galette des rois, de pas en manger. Ou, je sais pas, moi, à Pâques, de pas manger ne serait-ce qu'un œuf de Pâques. S'il pense qu'il est obligé de se priver, il a pas compris. Il lui manque un truc. Par contre, s'il se dit, si j'ai envie, je le fais, mais j'en ai pas envie, donc je le fais pas, là, il n'y a pas de problème. Et c'est ça, en fait, la flexibilité par rapport à l'alimentation, c'est de se dire, d'avoir compris, les œufs de Pâques et la galette, c'est pas 5 jours sur 7 et 2 jours on mange sainement, c'est plutôt l'inverse, puisque l'équilibre, on sait qu'on a besoin de manger sainement plus que malsain, et on va dire que le plaisir... En fait, moi, j'ai toujours dit, la diététique, les aliments plaisir, c'est un peu comme Noël, quoi. Noël, c'est pas tous les jours. C'est une fois par an, et du coup, on désire ça, on est content, voilà, c'est bien. Et la diététique, c'est un peu pareil. Alors, pas une fois par an, mais ça devrait être plus ponctuel. On a des besoins physiologiques qui sont pas des besoins liés au plaisir alimentaire. Personne n'est carencé en Pépito, Kinder, Kit Kat et tout. Ça n'existe pas, ça. Hein. À l'échelle de l'humanité, depuis le premier hominidé, donc, c'est quoi, 8 millions d'années? Non, 2 millions, 8 millions. J'arrive jamais à... Le premier hominidé, hein, je parle pas du premier homme. Le sucre, ça représente que l'arrivée du sucre et des produits industriels, c'est quelques secondes. Si on rapporte ça à 24 heures, depuis le premier hominidé, ça représente que 3 secondes. Je crois un truc comme ça, ou 1 seconde 5. C'est ridicule, la durée. Donc, de penser qu'on a besoin d'aliments ultra sucrés, ultra caloriques, ultra denses, ultra transformés pour survivre, c'est faux. Donc ça, déjà, il faut le comprendre. Après, est-ce qu'on a besoin de ces aliments pour se faire plaisir? Certains, oui.
Certains, ils ont envie d'avoir leur pizza, ils ont envie d'avoir leur fast-food, et c'est comme ça, ils ont le droit, que ça soit vous, moi ou autre, on a envie d'avoir parfois ça va être des sushis, ou ça peut être variable au fur et à mesure d'une vie, il faut pas tomber dans la privation totale, quoi. Donc c'est pour ça que la flexibilité, elle est importante. Et quand j'entends quelqu'un qui dit de toute façon on devrait tous manger comme ci ou tous manger comme ça, non. Effectivement, l'homme a une façon de recevoir les aliments qu'il préfère, c'est-à-dire non transformés et tout. Mais dans le non transformé, on peut y mettre tout un tas de pratiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être véganes non transformés, d'autres cétogènes non transformés, d'autres paléo machin, d'autres méditerranéens. Et donc, non transformé, ça veut tout et rien dire. Et par contre, les chapelles individuelles, il faut faire attention parce que les gens ont tendance après à tomber dans... En fait, ils ont des œillères après. Ils vont retenir que les avantages des régimes qui suivent et ils vont un peu négliger les inconvénients qu'il peut avoir ou quand il y a une étude un peu contradictoire, ils vont la mettre sous... Enfin bon, tout le monde ne lit pas des études, mais ils vont avoir du mal à croire les choses qui vont à l'encontre de ce qui va dans le bon sens, quoi. Enfin, ce qui va pas dans leur sens, pardon. Bref, voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça, mais je vais largement détailler ça, notamment sur la perte de poids rapide et la perte de poids lente, parce qu'on a beaucoup critiqué les pertes de poids rapides ces dernières années, comme quoi c'était pas bien et tout. J'aimerais apporter un petit peu de données scientifiques et d'observations par rapport à ça. C'est pas n'importe quoi, hein, c'est la source, c'est Métabolisme Journal. C'est pas une revue enfin voilà, c'est pas un truc qui sort de nulle part. Et j'aimerais en parler parce que il y a beaucoup de personnes qui sont encore biberonnées à ça, y compris des professionnels de santé, hein, évidemment, puisque quand on est professionnel de santé, on n'est pas exclu d'allumer la télévision, enfin, c'est pas exclu d'allumer la télé, de lire des magazines et d'avoir parfois des choses qui peuvent s'ancrer dans la tête et ne pas en sortir, hein, et de répéter. Par exemple, vous savez, la norme des 95% des régimes qui échouent. Vous l'avez toujours entendu à la télévision partout, 95% des personnes qui font des régimes reprennent leur poids dans les 5 ans, les machins et tout. Mais en fait, tout ça, faites des recherches et trouvez ce chiffre précis de 95%. Vous le trouverez pas. En fait, c'est un ensemble de choses et on en a conclu que 95% des gens reprenaient... Mais il n'y a aucune donnée scientifique fiable là-dessus. Je parle vraiment des 95%. Je ne parle pas de la reprise de poids après un régime. Ça, il y a des gens, oui, ok, c'est observé. Mais par contre, que 95%, donc autant dire 5% des gens y arrivent et 95% échouent, déjà, enfin, je ne sais pas pourquoi ils ont sorti ça, hein. Ce chiffre-là, je vois pas le but concret à part décourager les gens, hein. Mais bon, parce que en fait, c'est quoi? C'est pour leur dire de pas faire de régime. Sauf que les gens ne font pas. Quand on leur dit aux gens faire un régime ou manger sainement, pour les gens qui sont loin de la diététique, pour eux c'est la même chose. Régime ou manger sainement, dans leur tête c'est la même chose. C'est manger des aliments qu'on n'aime pas. Tout simplement. Parce que pour vous, manger sainement, vous savez ce que c'est, moi aussi. Manger des végétaux, beaucoup de fibres et tout ça, des protéines, des graisses de bonne qualité, voilà. On sait ce qu'il faut manger pour manger sainement. Mais pour les gens qui font pas attention, si tu leur dis tu vas manger du blanc de poulet, des brocolis, de la graisse de bonne qualité, t'arrêtes le beurre, tu remplaces par de l'huile d'olive, vierge, première pression à froid et tout ça, bio et tout, tu vas manger du poisson gras et tout, il y a les gens, ils tirent la langue. Ils arrivent des pizzas, KFC, McDo Quick, tous ces trucs-là. Pour eux, entre régime et manger sainement, c'est la même chose. Pour eux, ça se confond. Et alors que les professionnels de santé, ils disent non, il faut rééquilibrer, manger sainement, manger des bons aliments. Mais parce que eux, ils sont dans leur logique ils pensent que les gens font la différence. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence. Puisque pour eux, un aliment qu'ils n'aiment pas, ils sont au régime. Alors qu'on peut manger à sa faim des aliments sains. Donc on n'est pas dans un régime restrictif. On mange à sa faim. Donc nos besoins caloriques sont comblés par l'alimentation, sauf que les calories consommées proviennent d'aliments ultra sains. Enfin en tout cas de bonne qualité, physiologiquement acceptable, on va dire. Et voilà, donc ces nuances-là, tout le monde ne les a pas. Et je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention de dire que les régimes ne fonctionnent pas.
et qu'il fallait plutôt manger sainement, sauf que les gens ne savent pas manger sainement globalement. Sinon, on n'en serait pas là, avec le surpoids et l'obésité mondiale. Hein, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Si on mangeait tous des carottes, des asperges, des brocolis, de la viande maigre, des graisses de bonne qualité et tout, on n'en serait pas là. C'est pas, voilà, c'est tout. Et donc voilà. Bon, sortir de l'alimentation émotionnelle. Le titre est un peu dur, mais enfin un peu dur, un peu un peu prétentieux. Voilà. Il faut trouver des titres. Bon, voilà, des fois j'en mets, mais c'est un peu prétentieux. Mais c'est surtout pour stopper le cercle vicieux des envies incontrôlables. D'être parfois capable de sortir de ce cercle qui est moi typiquement par exemple c'est le paquet de chocobons ou le paquet de M&M, ceci il est là, il faut le manger, etc. Et quand on met le nez dedans on n'arrive plus à en sortir. Et ben il faut être capable d'en sortir et surtout comprendre comment en sortir. Et surtout de quand on se fait plaisir, de se dire je me fais plaisir j'aime pas le mot pleine conscience, mais sans culpabiliser. J'ai envie de me faire plaisir. Mais de subir un plaisir, c'est-à-dire de subir une émotion forte, ça par contre c'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'on perd le contrôle et même si en fait c'est un mensonge de dire que de se contrôler c'est bien et tout, parce que se contrôler c'est pas la solution en fait. Hein. Vous arriverez jamais à vous contrôler quand vous serez dans une spirale émotionnelle liée à l'alimentation. Enfin ça n'existe pas. Le contrôle à ce moment-là n'existe pas. Par contre, à d'autres moments, on peut faire des petits exercices pour devenir plus fort et donc réduire l'impact de l'émotion. Donc ça, j'en parle largement dans le contenu qui s'appelle « Sortir de l'alimentation émotionnelle ». Vous avez le lien dans les notes, là. Profitez-en, parce que vous avez encore une bonne réduction cette semaine si vous voulez devenir VIP. Après, ça va être fini. Donc voilà, je vous ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Voilà. Donc, très bonne journée à toutes et à tous. Très bonne semaine. Entraînez-vous bien. Je sais que c'est la reprise pour beaucoup sur la diète et l'entraînement. Donc là, logiquement, personne ne devrait avoir trop de problèmes. L'adrénaline est au taquet, la dopamine aussi. Et profitez-en pour mettre un bon coup de collier pour ce début d'année. Et surtout, ne pas abandonner. Voilà. Je vous retrouve en description pour aller consulter tous ces liens. Et sinon, très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.